Vous allez maintenant écouter un podcast du Trio économique. Savez-vous que la version intégrale avec bonus est disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous aurez accès au podcast dès qu'il est prêt, c'est-à-dire probablement environ 3 semaines avant la date d'aujourd'hui. Salut tout le monde! Alors, le Trio économique, on est présentement tout près de Noël quand on enregistre ça. Pour ce qui en reste. Pour ce qui en reste. Si vous ne comprenez pas pourquoi on dit ça, vous êtes au mois de janvier en train de nous écouter, c'est parce que vous n'êtes pas abonné Patreon. Fait que arrêtez d'agir en pauvre puis venez sur Patreon, vous allez les avoir en temps réel. Sinon, si vous voulez être pauvre, restez sur YouTube, il n'y a pas de problème. On vit bien avec. On ramasse un peu d'argent aussi avec ça, cassez-vous pas la tête. Puis on essaie de vous produire du bon contenu. C'est surtout grâce à Vincent. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit pour qu'il continue. On l'entretient par pur narcissisme. C'est devenu un classique, ça. Le début de podcast, c'est le moment de poivrer Vincent. C'est le seul moment que je sais que j'ai la parole. Garanti. Non, c'est des farces. Joyeux Noël tout le monde. On est tous heureux de vous avoir. Vincent n'est pas parmi nous au Québec parce qu'il vit de l'incertitude réglementaire. Donc, il ne peut pas venir dépenser son argent de professeur d'université au Québec. Soyons pauvres, sans Vincent. Parce qu'après 2 ans de pandémie, tout le monde a compris que les frontières, c'est encore quelque chose de vraiment, vraiment pertinent. Il y a une forêt quelque part, puis il y a quelqu'un qui a mis une ligne imaginaire dans le bois. Puis quand tu passes l'autre bord de la ligne, tu deviens un danger pour les gens qui étaient de l'autre côté. On a tous compris ça. C'est vraiment logique. Moi, la gestion des frontières, je trouve que c'est vraiment quelque chose, là, ça montre la bonne compréhension de nos dirigeants sur comment fonctionne un virus. Là, c'est vraiment bien. L'Ontario, ça fait partie du même pays que le Québec, puisque tu peux rentrer et sortir. Mais Canada, États-Unis, ça, c'est vraiment, tu passes d'un danger extrême à un autre. Fait que ça, c'est... Moi, je veux juste dire ce que Yann a dit tantôt. Le Québec, on va être pauvre sans Vincent. C'est mieux que d'être pauvre avec Vincent. Faut pas se mentir. Oui, parce que sinon, il est fatiguant, il n'arrête pas de nous le mettre dans la face qu'on est pauvre. Au moins, quand il est aux États-Unis, il ne s'occupe pas de nous autres. Ah, même si c'était riche, je te mettrais dans la face, je t'écœurerais un petit peu. Il faut se souvenir que ma présence est généralement déplaisante. Ouais. Hey Vincent, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous. Je sais que d'habitude, dans le podcast, on ne parle pas trop de la pandémie, mais c'est parce que tu m'as envoyé de quoi sur les tests rapides que j'ai trouvé intéressant. J'ai lu ça ce matin. Tu nous l'as envoyé par Twitter. Puis je me demandais trouvé que notre mode de distribution était efficace? Ouais. Non, mais ça parlait déjà, dans le truc, ça parlait déjà qu'aux États-Unis, il y avait eu en fait, la FDA était un peu un genre de pain in the ass pour la reconnaissance de cette technologie-là, en fait, qui aurait pu être rendue publique un peu pour monsieur, madame, tout le monde à la fin du mois de mars, ou en tout cas quelque chose comme en avril ou en mai, en tout cas en 2020, et non en fin 2020. de 2000. Oui, 2020. Parce que la dame qui a mis ça au point, les gens qui ont mis ça au point, c'est dans le courant du mois de mars 2020. Puis c'était basé c'était fait à la base pour d'autres maladies respiratoires, de ce que j'ai compris, ce type de test-là que tu peux faire par toi-même. Puis ils l'ont adapté très rapidement. Puis c'est drôle parce que je me souviens que... On parle du test Abbott, hein, c'est ça? Oui, du test Abbott. Mais je me souviens que comme au mois d'avril ou quelque chose de même, on avait vu une petite boîte dans une conférence de presse de la Maison-Blanche avec Donald Trump qui disait « Regarde, ça, c'est un game changer, c'est un test rapide. » Puis après, on n'a comme plus jamais entendu parler. Même qu'ici, il y a genre 3 semaines au Québec, on nous disait que c'était de la merde, ça ne servait à rien. Puis il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais pourquoi vous ne les utilisez pas dans les écoles, dans les places où tu fais passer du personnel, mettons, d'un centre de personnes âgées à un autre? Vous pourriez utiliser ça. » Non.
c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Puis là, ben, à 3 jours de Noël, l'idée de génie qu'on trouve, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, tu vas pas nous le dire, Vincent, mais c'est de dire à tout le monde, allez chercher ça dans les pharmacies. Et là, ben, il y a des gens qui font des files d'1,5 kilomètre de long pour aller chercher leur boîte dans nos pharmacies québécoises. Je te dis, c'est quand même un bon succès, je te dirais, à date là, de distribution, cette affaire-là. Ça Oui, montre absolument. ça Je vais montre vous en qu'on parler n'est de pas la du tout distribution. fling-flang. Là. Ben, écoute, moi, cette histoire-là, là, pour mettre ça aux gens, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Irène Bosch, Oui, c'est ça. qui est entraînée à Harvard, qui a déjà une compagnie. Et là, ce que sa compagnie faisait, c'était des tests pour des maladies tropicales qui sont. Ouais, la partagent. dengue, là, je ne sais pas comment on traduit ça, là, mais. Ouais. Moi non plus, j'essaie de dire dengue fever, là, c'est le nom que je me souviens, mais je ne sais pas c'est quoi en français, malheureusement. Et elle avait fondé cette compagnie-là, elle faisait déjà ces tests-là, était déjà aussi, elle n'était pas dans le milieu de nulle part. Sa compagnie était. C'est la dengue. En français, ça se dit. Là, Ça se dit dengue. la dengue? Ouais, Bon. c'est une forme de grippe tropicale. Ben, écoute, son test était capable de détecter en 15 minutes la COVID, à toute fin pratique, à 10 $ la pièce. Et elle était convaincue que si elle pouvait augmenter l'entièreté de sa production avec des économies d'échelle, elle pourrait réduire le coût pour elle à moins de 10 $. Mais le FDA a mis des barrières. Ce qui est déjà 10 fois moins cher qu'un test de PCR. Exactement, parce que pour mettre en perspective, je ne sais pas s'il y en a des auditeurs qui ont fait des tests, mais moi, chaque fois que je dois prendre l'avion, je dois faire un test PCR. Pour un résultat 24 heures, j'ai besoin de payer 200 $. Donc, ce n'est pas donné. Elle était capable de le faire à 10 $, mais le FDA... Et là, on ne parle pas d'Elizabeth Holmes de Theranos. Là. On Non, parle de quelque chose qui est vrai, qui existe, qui marche. Mais elle avait fait, son affaire avait déjà été testée. C'était juste une adaptation très simple à partir de ce qu'elle était déjà capable de faire. Le résultat, c'est le FDA qui avait son propre système de test qui ne voulait pas que d'autres tests soient utilisés, a mis des barrières dans les roues pour le développement d'un test à très, très peu dispendieux qui aurait été disponible dès mars 2020. Mais là, Vincent, c'est-tu Big Pharma qui a fait ça? Non, écoute, moi, sérieusement, ces histoires-là, plus il y a des choses qui sortent, là, plus il y a des choses qui sortent dans les médias, plus ça me confirme que 80% des problèmes qu'on a eus, c'est les autorités de régulation. C'est des crises que le gouvernement lui-même a créées en mettant des barrières dans les roues des gens. En fait, moi, je me souviens que quand ça a commencé, je disais aux gens, pourquoi est-ce qu'on... À toute fin pratique, pourquoi est-ce qu'on ne subventionne pas, puis je sais que c'est ridicule pour moi de dire ça, mais subventionnons les vaccins, donnons à toutes les compagnies qui veulent s'essayer, right, qui montent ça, un montant, puis une prime s'ils réussissent. Right? Puis s'il y en a un autre qui développe un autre vaccin, fine. Probablement que tu vas dépenser beaucoup, mais tu vas dépenser probablement moins que le coût économique de d'autres mesures. C'est un peu ce qu'on a fait avec Medicago au Québec. La réponse que les gens me disaient, c'est que non, le vaccin, ça va prendre 2, 3, 4 ans à développer. Il faut faire les lockdowns. On a appris depuis que l'imaging, je ne sais pas comment dire en français. Le séquençage. Le séquençage était fait dès le mois de février. Mm-hmm. Et que les premiers vaccins auraient été prêts à être déployés en avril. Mais le FDA a dit, il y avait le processus d'approbation. Puis quand ils ont annoncé qu'ils avaient passé toutes les dernières étapes, le FDA n'a pas accéléré son processus normal pour avoir un emergency meeting. Ils ont attendu 3 semaines parce qu'ils avaient un préavis de 2 semaines. Ils ont suivi les règles bureaucratiques, là, lettre pour lettre. Tu es comme, OK, mais tu réalises que si tu avais juste donné aux gens la liberté d'essayer le vaccin avant, tu aurais probablement réduit une partie du problème. Tu aurais été plus proche d'une immunité de masse. Ajoute à ça maintenant les cas qu'on sait maintenant pour les tests, pour toutes les barrières que le FDA a mis dans le chemin. Les médicaments, Vincent, les médicaments, on n'arrête pas d'entendre parler. À chaque semaine, moi, je lis les Wall Street Journal de ce monde, toutes ces affaires-là, puis là, tu te dis, bon, il y a une nouvelle pilule qui est à la... Puis là, tu entends... Tu prends ça, le moment où tu en entends parler et le moment où c'est approuvé,
ça prend des mois. Et après ça, tu n'en entends pas nécessairement parler. Tu sais, là, il y en a plusieurs, là, des traitements qui ont été approuvés là, pour le COVID. Vraiment plusieurs. Puis, il Mais n'y a c'est pas ça qui est personne. ridicule. Il n'y a pas personne qui est ici qui ridicule. dit ouais, by the way, M. Trudeau ou M. Legault, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les traitements qui sont utilisés en hôpital et s'il y en a qui sont utilisés? Personne ne parle de ça. On n'a pas de réponse à ça. Pourtant, il y en a plein qui sont approuvés. Bon, non, regarde, on va parler Qu'est-ce que vous voulez parler là, du retour des Nordiques? Là? Puis, gardons en tête aussi une chose avec Trump. Il y a quand même des red tape qui ont été coupés. Dans le sens que oui, ça a été long, puis ce que Vincent nous dit là, c'est que ça a été très lent. Mais ce qu'on sait, c'est que si ces red tapes-là n'étaient pas coupés, ça aurait été encore plus lent. Ben, écoute, ils sont quand même arrivés en dedans de 6 mois à peu près, là. Pareil. 9 mois. Mais c'est quand même impressionnant parce que ça, c'est une joke à propos du gouvernement et de son incompétence en général. Là. Trump appelait ça warp speed. Pour ceux qui font un peu de physique, warp speed, c'est même pas de la... Tu ne peux pas être techniquement à la vitesse warp. Parce que ce que c'est warp, c'est que tu plies l'espace. Right? C'est-à-dire que tu peux te déplacer sur des très longues distances de manière complètement... C'est presque instantané. Puis là, tu es en train de me dire que pour le gouvernement, warp, qu'est-ce que voudrait dire instantané, c'est 9 mois. Là, alors qu'on sait que le séquençage était fait en février. Donc... Et que la technologie ARN existait déjà. Hey! Fait que là, tu es en train de me dire que le gouvernement, ce qu'il réussit à faire, c'est de prendre ce que le marché était capable de faire, qui était clairement beaucoup plus proche de warp speed, parce que les premiers cas commencent en quoi? Décembre en Chine? Commencent à circuler ailleurs qu'en Chine en janvier. Le séquençage est fait en février. Et là, de février jusqu'à fin novembre, rien ne se passe. Ouais, mais probablement que sans ça, ça aurait été 1 an et demi. C'est ça l'affaire. Là, on va te dire, Vincent, mais les tests cliniques, Vincent, ça prenait 45 000 personnes, les tests cliniques. Je sais que tu as une solution pour ça, casse pas ta tête, c'est pour ça que je te fais une pause. Pourquoi les tests cliniques, il faut attendre à tout prix après les tests cliniques? Je sais que tu as une solution. Laisse le marché fonctionner. Comment le marché pourrait fonctionner? Bien, l'affaire, c'est que les gens avaient déjà développé des tests. Il y avait les tests qu'on vient de parler, qu'on venait juste de jaser, qui auraient pu être déployés super rapidement. Tu aurais pu avoir plein de solutions que les gens auraient déployées. Non seulement ça, mais ce qui se serait probablement passé, c'est la chose suivante, c'est que si tu avais laissé des cliniques privées augmenter l'offre de services, d'avoir des cliniques privées qui offrent des tests à côté, qui offrent aussi parfois des services de traitement, tu aurais eu des choses comme ça qui se passent, comme par exemple, des gens qui veulent faire des activités à l'extérieur auraient pris le test de la fille Bosch que je parlais tantôt, auraient été faire des activités. Ceux qui n'étaient pas prêts à payer pour le test, ils auraient vu le risque, auraient fait « je vais rester à la maison ». Puis ce que tu aurais eu, c'est une sélection de ceux qui ont la plus grande valeur sociale de participer, puis qui ont le plus beau coût de gérer l'externalité, auraient géré l'externalité de la manière la moins dispendieuse. Ceux qui trouvent qu'ils ont le plus haut coût de gérer l'externalité auraient agi de la manière suivante, auraient fait porter le fardeau de la situation en fonction des ressources rares qu'on a, puis ça aurait été supérieur. Ce qu'on voit présentement, là, c'est que de A à Z, puis au début de la crise, je n'étais pas 100% sûr de ce que je disais parce que sur ça, il y avait encore plein de détails qu'on ne sait pas, mais plus les choses sortent, plus je suis prêt à dire que tant la réponse a été botchée après les faits, donc on a utilisé des mesures qui ont effectivement sauvé des vies, mais qui ont sauvé des vies à des coûts exceptionnellement élevés. Ah ouais, c'est ça. On a aussi évité de suivre toutes les méthodes qui auraient pu minimiser les coûts pour commencer. Donc, les solutions auraient pu être juste 10 fois, 50, 30, 100 fois plus petits que ce qu'on a fait maintenant si les gouvernements avaient littéralement laissé les gens essayer des choses. Je ne dis pas que l'État, pas d'État, là, une absence anarchie complète. Là. Je dis juste le FDA ou l'équivalent canadien permet aux gens d'essayer des traitements expérimentaux, même s'ils ne sont pas approuvés. Puis les médecins ont tout un système d'incitation pour que ça fonctionne. Les médecins lisent les journaux scientifiques. Ils lisent les case studies, puis ils vont dire, s'ils disent aux patients, écoute, je peux te dire qu'il y a cette nouvelle affaire-là qui est arrivée. Elle n'a pas eu toutes les approbations, mais les premiers tests ont l'air encourageants.
Si tu veux l'essayer X, Y, Z, Ben, comme quand tu as le cancer, là, mettons. Et A, B, exactement. Mais tu peux techniquement au Canada et aux États-Unis avoir des exemptions humanitaires pour des nouveaux médicaments, mais les conditions sont tellement extrêmes que autant dire qu'il n'y en a pas. Moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est de dire enlève-les au complet. Dis qu'il y a un processus de certification qui est un peu comme une norme ISO, puis tu as juste une étampe qui va sur le truc, mais qu'entre-temps, les gens peuvent l'utiliser et que c'est à la discrétion des individus et du personnel soignant qui fait les recommandations aux individus. Les médecins sont capables de lire le journal scientifique, sont capables de voir si la personne fait partie d'un groupe qui est plus à risque, est-ce que c'était le groupe de contrôle fit avec celui de mon patient. Les médecins sont capables de faire ces jugements-là. Puis non seulement ça, mais ils peuvent faire ces jugements-là et pas nécessairement d'être hyper pressés. Donc, une fois que tout ça est mis de l'avant, tu en viens à l'idée que juste avec un petit peu moins d'État, c'est-à-dire la liberté d'essayer quelque chose, même si l'État peut encore arriver et dire avec toute la certitude du monde qu'on c'est correct maintenant, puis ça peut circuler avec aucune qualification, juste permettre une circulation avec qualification. La qualification, c'est que tu n'es pas sûr si ça était 100% approuvé. Juste ça aurait probablement éliminé, je suis prêt à proposer 20 ou 30% de l'ampleur de la crise qu'on observe. Et il n'y a personne qui va blâmer les bureaucrates pour leur incompétence, pour leur lenteur, en fait. Parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça? Ben, ça arrive de la part des nouveaux bureaucrates qui remplacent les anciens. C'est juste là que ça arrive. Mais rajoute en plus à ça, moi, ce que je trouve le pire là, en termes d'action gouvernementale dans tout ça, c'est que les directives, les règles, les recommandations, les instructions par rapport à tout changent en fonction de la gestion de l'offre du gouvernement. Quand on n'a pas de masque, ça ne sert à rien, mettez-en pas, vous allez mourir, vous allez vous infecter, vous allez ci, vous allez ça. Ben oui, puis écoute, ce que je vais te dire là, ça vient directement de la personne qui l'a vécu. Je connais quelqu'un qui conduit un métro à Montréal, qu'il s'est fait suspendre parce qu'il portait un masque en allant travailler dans le début de la pandémie. Parce que là, ça ne servait à rien, il volait ça au personnel de santé et en plus, il faisait peur aux usagers en portant ça. Et là, lui as-tu poursuivi? Je pense pas. Il faudrait que j'y demande, là, mais je pense pas. Et 2 mois plus tard, on lui expliquait que s'il ne le mettait pas, il était un malade mental. Mais vous voyez, puis là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, il y a des tests rapides. Comme il n'y en a pas pour tout le monde, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, utilisez-les pas. Allez chercher, mais prenez-les si c'est vraiment nécessaire. S'il y en avait plein, qu'est-ce qu'on dirait au monde? On dirait, prenez-en le plus possible, faites-en, même avant d'aller à l'épicerie, si vous pouvez en faire un, faites-en. Faites comme Mitch Garber. Faites des soupers, puis mettez des photos avec vos tests rapides. C'est super le fun, puis c'est cute. Non, mais c'est débile. C'est débile. Je pense pas me tromper bien dans ce que je dis là. Mais c'est quoi qui est le pire? Les directives changent en fonction de la disponibilité des choses. Comme là, en ce moment... As-tu vu le monde qui est insulté parce qu'il y en avait qui vendaient ça 150$ sur Facebook, leur test rapide? Ben oui, shit. Check les cabochons, ils vendent les tests rapides sur Facebook. Ben oui, man, vous les avez donnés à des enfants pas en danger, qui ont des parents pas en danger, qui disent si tu veux que je fasse avec ça, je suis pas en danger. Sacrifice. Les boomers se battent à l'entrée des pharmacies pour avoir des tests rapides. On va peut-être essayer de les en vendre. Juste au cas où il y en ait un qui le paye 100$. Ben oui, puis ils vont le faire. C'est quoi qui arrive? Ils s'en vendent. En même temps, la chose que personne ne remarque, ça me tape ses nerfs, là, c'est quoi le profit d'un bureaucrate de faire la bonne chose? Il n'y en a pas. Parce que ce qui se passe, c'est que, ça c'est vraiment important, là, quand tu es entrepreneur, tu es le residual claimant, tu es la personne qui réclame tous les profits des risques que tu prends. Mais quand tu es bureaucrate, si tu prends un risque calculé, c'est-à-dire que, mettons que c'était une entreprise privée, tu avais fait le même choix qu'en entreprise privée, les bénéfices de prendre le risque, de dire, ben, OK, fine, mais il y a un bénéfice plus grand, donc ça vaut la peine. Si je suis relativement neutre au risque, ou même si je suis averse, peut-être c'est mieux. Mais le bureaucrate, lui, n'a pas les bénéfices de son risque, il n'a que les coûts
de son risque, parce que si tu es le bureaucrate qui permet à la thalidomide d'entrer sur le marché, tout le monde va se souvenir de toi, tout le monde va avoir ton nom dans les livres d'histoire. Donc, dans un cas comme ça où tu n'as aucun bénéfice à faire la bonne chose, mais que tu n'as que des coûts à faire la mauvaise chose, qu'est-ce que tu fais? Ta politique prudentielle est beaucoup plus conservatrice qu'elle ne l'aurait été autrement. Parce que ce que tu fais comme bureaucrate, c'est que tu maximises ton profit. Comme n'importe qui d'autre, tu ne veux pas être celui qui est accusé d'avoir tué une personne, même si ton geste honnête a permis à un nouveau médicament d'entrer plus vite et a bénéficié 300, 400, 500 personnes. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Puis il y avait un de mes collègues ici, Alex Tabarrok, qui est à GMU, avec Robert Higgs. Ils avaient fait l'effort de voir les délais d'approbation de médicaments depuis la création du FDA aux États-Unis. Et ils ont estimé combien de vies ont été perdues par les délais et ont mis ça en contrebalancier du nombre de vies qui ont été sauvées par un processus d'approbation supérieur. Au net, c'est clair que le processus d'approbation supérieure a sauvé des vies, mais quand tu ajustes pour les vies qui ont été perdues par les délais, par année, le FDA a tué à peu près 100 000 personnes. En équivalent d'années, si tu tiens compte du nombre d'années de vie perdues ou la qualité de vie des années qui ont été affectées, c'est l'équivalent de 100 000 vies par année qui ont été perdues au net. Bon, 100 000 vies aux États-Unis pour une population de 300 millions. Ce n'est pas une tonne, mais l'effet net est négatif. Ben, oui, c'est ça, mais ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour les dépenses réglementaires du FDA, tu as un rendement négatif. Non, regarde, je ne suis pas surpris. Puis, on est-tu capable, tu sais, on s'entend, là. Tu es libertarien. Nous autres, on comprend ce que tu dis. On est des freaks pareils en bout de ligne. Notre utopie qu'on discute présentement n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'utopie. Parce que le public est beaucoup trop craintif. Tu sais, regarde, est-ce que techniquement, on devrait plus avoir confiance à un pilote d'avion ou à un ordinateur pour piloter un avion? Techniquement, on devrait plus avoir confiance à l'ordinateur. Essaye de faire voler un avion, voire pas de pilote à l'intérieur. Impossible. Le public n'acceptera jamais ça. C'est pas à veille d'arriver. Fait que dans ce contexte-là, tu es là, tu dis, OK, c'est bon, l'utopie n'existe pas. Est-ce qu'on peut prendre le système actuel, puis avec ce que tu viens de dire, là, moi, je n'avais jamais réalisé ça, que le fonctionnaire a beaucoup de risques, un risque d'humiliation totale, en fait, et aucun profit, c'est vrai. Donc là, c'est sûr qu'il y a des fonctionnaires qui écoutent et qui se disent, hey, il y a des petits bonus qui pourraient être implantés. Là. Comment on fait pour monter une structure de bonus pour accélérer, par exemple, l'approbation des traitements? C'est-tu quelque chose qui est faisable? C'est quelque chose non, je pense pas parce qu'une bureaucratie maximise comme n'importe des gens dans une bureaucratie maximisent de la même manière que tout le monde, mais ce n'est pas les mêmes incitations. Fait que tu n'as pas un mécanisme de profit. Je veux dire, tu peux dire que tu imposes un bonus, mais comment tu décides le bonus? Ça va finir par être un bonus automatique en bout de ligne, au bout de 5-6 ans. Là. Peut-être, mais comment tu fais pour déterminer la valeur du bénéfice de la bonne action? Le marché, le processus de découverte du marché te permet de savoir, de collecter l'information nécessaire pour savoir c'est quoi la valeur d'un risque. C'est pour ça que tu as souvent des erreurs qui se commettent, puis ça, les gens corrigent parce qu'ils voient qu'une erreur, c'est une pièce d'information que tu peux te servir pour corriger. C'est un bon bayésien, dans le sens que tu te sers tu as un prior, tu as une information qui rentre, tu ajustes ton prior en fonction de l'information qui est rentrée. Même si c'est une information qui était défaillante, ça te donne l'information plus, ça te permet de corriger, tu ajustes ton prior, tu réessayes, tu réajustes. Puis à un moment donné, par précision, tu te reviens vers la valeur réelle de la chose. Ça serait nettement supérieur. C'est pour ça que quand je dis les règles du jeu sont plus importantes que les joueurs, ben, les règles du jeu, ça serait par exemple de dire permettre aux gens d'essayer les médicaments puis que les gens décident, pondèrent les risques. Puis après ça, les bureaucrates peuvent ajouter peut-être une valeur sociale en étant ceux qui corrigent des minimes asymétries d'informations en produisant la dernière étape d'approbation. C'est-à-dire que là, le médecin peut dire, regarde, non seulement toutes les études sont rentrées, mais en plus, le gouvernement a donné la norme ISO ou a certifié l'utilisation de ce nouveau médicament-là. Donc, tu peux être pas mal sûr que ce que je te dis a été vérifié à tous les niveaux. Mais tu n'aurais pas empêché la personne de le consommer, ce médicament-là, à période précédente
disons, avant que le gouvernement donne son approbation. Ça serait nettement supérieur. Et dans ce cas-là, l'incitation du bureaucrate reste techniquement la même. Il ne veut pas faire trop de risques, mais le coût social de sa maximisation personnelle est beaucoup plus mince. Et soit dit en passant, ça nécessite aussi une plus petite bureaucratie de la part de ces agences-là, parce que tu n'as pas besoin d'agents de enforcement anymore. Donc, tu peux libérer des ressources pour le secteur privé. Ça, à la con, les gens vont dire c'est peut-être 500 fonctionnaires. Mais généralement, les fonctionnaires qui travaillent pour s'occuper de ça sont des gens relativement spécialisés dans l'industrie privée. Non, c'est des gens qui ont une spécialité le secteur privé aurait pu embaucher. Et donc, tu es en train de faire un crowding out de gens qui auraient pu être des agents pour des compagnies qui développent ces médicaments. Donc, tu as peut-être même un effet positif dans la vitesse de développement des médicaments et des tests de sécurité. Mais tu sais, je reviens un peu à l'article mais pas l'article, mais le papier sur les tests rapides, là, où on expliquait un peu là, justement comment ça a été trop long avant comment la FDA a mis des bâtons des roues. Ce qu'il dit aussi ce que ça dit aussi là-dedans, c'est que c'est très dur expliquer ou faire le switch mental chez beaucoup de personnes que non, la FDA, c'est pas une belle chose qui te protège. C'est souvent quelque chose qui t'empêche d'avoir accès à des trucs qui seraient bons pour toi plus rapidement. Là, je fais le parallèle avec l'histoire des vaccins. Moi, je pense que la plupart des gens, dans leur tête, c'est le plus vite que ça pouvait aller. Puis la preuve de ça, c'est que ceux qui n'en veulent pas et qui ne veulent pas le faire, la première affaire qu'ils vont dire, le premier argument, c'est « ça a été fait trop vite, j'ai pas confiance là-dedans ». Donc, on a internalisé le fait que c'est supposé d'être long et lent, puis que dans le fond, ces instances-là sont là pour nous protéger. Tu sais, dans le fond, tant que Santé Canada n'a pas sacré son stamp là-dessus, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas safe. Non, mais attends un peu, j'ai commencé à parler. Non, vas-y, je te laisse. C'est la même affaire. Écoute, c'est juste, comme j'ai dit au début, quand tu commences à parler, c'est là que j'arrête d'écouter. J'écoute juste Frank. Frank, c'est fascinant. Le bout de pas généreux, c'est à la fin du podcast sur le bonus Patreon. Là, tu étais censé être généreux, monsieur le professeur. Je ne suis pas d'accord avec ce que Frank, tu viens de dire, puis je vais t'expliquer vite fait pourquoi. Tu as pris ce que les conspis disent, OK? Non, mais pas juste les conspis. Il y en a aussi plein du monde qui le disent, puis ils l'ont pris parce qu'ils ne voulaient pas se faire écœurer, mais ils ont des craintes pareilles. Là. Je comprends ce que tu dis. L'affaire, c'est que on a tous un niveau de confiance différent en la science, puis on a aussi tous un niveau de risque qui est différent. Dans le sens que j'ai 75 ans, ce virus-là me fout la chienne, puis j'aime voir mes petits-enfants, puis je veux continuer à vivre normalement. Mm-hmm. Le premier vaccin qui sort, je saute probablement dessus. J'ai 30 ans, je ne me sens pas en danger avec ce virus-là. J'ai un esprit critique, sceptique généralement. Je préfère voir d'autres personnes l'essayer avant moi. Je vais peut-être attendre 6 mois, 12 mois. Comme ce que tu viens de décrire là. Moi, je pense qu'il y a un spectre très large de niveau d'urgence pour les gens par rapport à ces affaires-là. Sauf que si tu laisses justement le marché aller, il y a des gens qui vont faire la file pour être volontaires pour se le faire injecter sans même une approbation finale. Alors qu'il y a des gens qui vont attendre une approbation finale. Et il y a même des gens qui vont attendre 1 an après l'approbation finale avant d'aller vers là parce qu'ils sont vraiment Thomas. Puis ça, honnêtement, c'est un monde normal. D'avoir chacun un ensemble de préférences complètement différents, puis un ensemble, puis une qualité de gestion du risque complètement différente aussi. L'affaire, c'est qu'avec le gouvernement, ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, tant que tu n'as pas l'approbation FDA, personne ne peut l'avoir. Donc, déjà là, il y a des gens qui sont insatisfaits. Et puis, de l'autre côté, quand on a l'impression, justement, que ça a été accéléré, mais qu'on est habitué que ce ne soit pas accéléré, puis après ça, qu'on a l'impression qu'on essaie de te le rentrer dans la gorge, puis on va t'empêcher de vivre, on va t'enlever tes droits et libertés, puis là, on te pogne le vaccin, puis on le rentre bien profond dans ta gorge, là. Ben, on ne respecte pas l'ensemble de préférences de ces gens-là non plus. Fait qu'on crée une tonne de gens insatisfaits parce qu'au lieu d'avoir un spectre très large où est-ce que les gens vont volontairement décider d'embarquer dans le vaccin, on se ramasse à dire, ben là, la journée que tu as le droit, c'est là que tu peux y aller. Là. Puis après ça, là, 2 mois après, tu es un conspirationniste si tu n'y as pas été. Ben, écoute, ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est pas de même que l'être humain est fait, pantoute.
Non, je suis d'accord. Mais je pense pas que c'est incompatible les deux trucs qu'on a dit. C'est juste que Non, j'ai non. peut-être parlé d'une partie de la population qui est plus restreinte que ce que je le pensais au départ. Mais tu sais, moi, une des affaires qui me gosse, puis ça me fait penser à ça parce qu'on parle des autorités, c'est de voir comment il y avait une science, entre guillemets, à géométrie variable selon qu'on passe d'un pays à un autre. Tu sais, tu as par exemple un pays qui arrive et dit ben, nous autres, on va utiliser le vaccin de Johnson Johnson parce que c'est juste une dose, puis parce que donner une dose à tout le monde, ça se fait quand même plus rapidement que espacer ça. Donc, plus tu le fais rapidement, plus tu as de chances de développer une immunité grégaire rapide. Puis là, tu arrives au Canada, on les a reçus, les doses de Johnson Johnson, mais regarde, on les donne pas, c'est pas bon, ça. Finalement, finalement, au Canada, je pense qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui en ont eu du Ah ouais, à Johnson peine. Johnson. À peine, là. Mais En même pourquoi? temps, Qui a décidé ça, là? Il y a des non, mais pays qui se le font donner au complet, c'est ça. Puis nous autres, oh, non, regarde, c'est pas bon, ça. moi, je me souviens, au début de la crise, il y avait aussi quelqu'un, il y avait, comment il s'appelle, l'économiste Paul Romer, qui parlait d'un test qui avait un taux d'échec de 50 %. Mais il était 2 le test. Genre, cheap, 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 cheap. Puis la FDA a dit aussi non, parce que le taux d'échec était de 2 mais était de 50 %. Mais Romer, il disait, ben, techniquement, si tu fais pour le prix du test moyen en circulation, tu prends ce test-là 20 fois, la valeur va converger vers la vérité éventuellement. Tu sais, je veux dire, s'il y a 50 d'échecs, puis tu le fais constamment, ben, à un moment donné, tu vas avoir 50. Si tu es vraiment négatif, c'est-à-dire que tu as des faux négatifs, c'est-à-dire que c'est juste que en réalité, ça veut dire que 75 du temps, tu as un négatif. Right? C'est ça que ça veut dire, parce que si tu as un faux négatif, ça veut dire que tu es positif, mais que ça va juste dans une direction, l'erreur. Dans ce cas-là, ça veut dire 75 du temps, tu as le même résultat. Ben, en découvrant l'erreur, tu sais c'est quoi la réponse. Mais il dit, techniquement, plus tu fais le sample, plus tu devrais arriver. Je ne suis pas sûr que c'était 50 %. Je pense même que c'était même moins que ça. C'est comme 30 % d'erreur. Fait que techniquement, si tu arrivais à 0,70, c'était correct de réussir. Puis il dit, techniquement, un grand nombre de mauvais tests pas chers vaut mieux qu'un petit nombre de bons tests très chers. J'étais là, ben oui. Puis, sauf quand ton but, c'est d'en pogner un positif, comme le gars que tu as vu sur Internet. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais l'idée, c'est que si vraiment tu le veux faire pour minimiser ton risque ou tu ne veux pas exposer tes parents, tu te dis, écoute, le test, il y a 10 % de chance qu'il ne soit pas bon. Mettons, on exagère. On va y aller avec un chiffre qui est plus souvent rapporté. Là. Ceux que j'ai vus, les premiers avaient l'air d'avoir entre 10 et 20 %. Je ne pense pas que celui de Romer, c'était 50 %, mais celui qui mentionnait, je pense, c'était que l'erreur allait juste dans une direction. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas avoir des faux négatifs, des faux positifs, tu avais juste des faux négatifs. Mais dans tous les cas, tu peux juste répéter le test, mais si tu as 10 %, puis ça va dans les deux sens. Le premier, c'est OK, j'ai un positif. Le deuxième, j'ai encore un positif. Bon, bien là, techniquement, j'avais 10 % de chance d'une erreur. Bien, 0,9 fois 0,9, bien, les chances que j'avais une erreur 2 fois de suite, c'est fucking bas. Puis si vraiment t'es risk averse, pour un autre 2 piastres, vas-y pour un troisième test. Mais les agences réglementaires, ça te remonte ce qu'on disait, c'est 10 % c'était trop gros pour eux. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une seule personne qui a eu le mauvais résultat puis qui agit puis qui meurt de ça? Il tue grand-maman. Il tue grand-maman. Puis ça, on va leur mettre d'en face. Puis avec raison, ça fait partie de notre mécanisme évolutionnaire de voir les choses qui sont particulièrement dangereuses, pas nécessairement aussi bien entraînés à voir les choses qui ne sont pas dangereuses. Mais dans ce cas-là, il y a un effet pervers de la réglementation. Oui, mais je sais comment les Québécois, excuse-moi, mais je sais comment les Québécois s'en seraient servis, par contre. Parce que si tu es positif, tu avais 2 semaines de vacances payées à la maison. Fait que il y a du monde qui aurait fait des tests jusqu'à temps d'avoir un positif pour être en vacances 2 semaines. Peut-être, mais écoute, peut-être. Mais là, il y a une solution fort simple. Si tu es un employeur, tu demandes un test particulier. Ben oui, exact. C'est pas comme si les employeurs ne sont pas conscients de ces choses-là. Tu dis non, écoute, je comprends, mais ce test-là, moi, je ne fais pas confiance. Va faire celui-là. Exact. Ah oui, c'est clair. Mais tu sais, les autorités réglementaires, oui, il y a ça, mais
Moi, je trouve que c'est le politique là-dedans semé énormément dans tous les aspects, là, les tests, les vaccins. Ils ont tellement semé d'informations contradictoires par ici, par là, que c'est sûr que si tu n'es pas trop au courant de rien, puis tu t'en remets un peu à ce que le premier ministre dit ou ce que les autorités disent, c'est tel que tel. Mais si tu vois un peu le big picture, puis tu regardes ailleurs, tu ne peux pas t'empêcher de maner faire hey, excuse-moi, là, je ne le sais pas en tout, c'est quoi que je suis censé faire ou pas. Là. Je regardais un peu, j'essaie de comprendre un peu la logique des doses de rappel, par exemple. Puis il n'y a pas, à peu près pas un pays sur Terre qui a la même stratégie. Pas un. Puis là, tout le monde y va avec des délais différents, des processus différents. Là, tu te dis, mais à un moment donné, tu as d'un côté, tu as l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça ne sert à rien de faire ça, à part pour les gens qui sont immunodéprimés, peut-être. Mais si vous avez en bas de 65 ans, vous ne devriez pas du tout aller chercher de dose de rappel. Après ça, tu as le Québec qui, il y a 2 semaines, disait ouais, c'est 6 mois entre la deuxième dose et la troisième dose qu'il faut que tu t'aides à te la faire donner. Là, c'est rendu à 3 mois. Ça n'a sûrement aucun lien avec l'explosion du cas. Sûrement pas. Hein? Sûrement aucun lien. Après ça, tu as d'autres pays, eux autres, ils te disent bah, c'est juste pour les gens qui sont plus à risque, une maladie cardiovasculaire, etc. Fait que là, si tu regardes comment un humain normal est censé gérer cette montagne d'informations contradictoires-là, puis prendre la décision pour lui-même. C'est sûr que si tu imposes aux gens à coup de menace, en disant ben, si tu ne le fais pas, tu ne peux plus aller au restaurant, la majorité des gens vont le faire, mais en réalité, là, moi, personnellement, je regarde ça, puis je ne sais pas c'est quoi la décision que je devrais prendre techniquement. Il y a tellement d'informations contradictoires, puis je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Comment tu fais pour gérer ça? Hey, mais je veux savoir si j'ai la bonne réponse, monsieur le professeur. Je suis sûr que je vais démontrer que j'ai bien écouté les cours d'économie avec Vincent Gelozo. C'est souhaitable que les pays prennent des avenues totalement différentes parce que ça nous permet de tester plus de solutions en même temps, puis de voir qu'est-ce qui marche bien, puis qu'est-ce qui marche moins bien. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on essaie d'uniformiser la réponse dans tous les pays grâce à l'OMS, par exemple. C'est pas pire? Bonne réponse. Je trouve que tu es un peu sarcasme, mais OK. Non, mais je peux comprendre ça aussi. J'écoute bien. Ah, écoute bien, j'ai déjà vu pire. Non, je peux comprendre aussi. C'est juste que maintenant, tu joues quand même avec la santé des gens. Et Oh, moi, oui. Les politiciens ont tout scrappé là-dedans. Là, moi, j'ai un peu de misère quand la compagnie pharmaceutique dit écoutez, notre protocole qui a été testé, puis les tests qui ont été faits, c'est pour tel protocole. Et puis là, nous autres, nos autorités arrivent et disent non, ça, c'est pas bon. Nous autres, ce qu'on fait, c'est après tant de semaines. Puis là, plus le processus avance, plus ils disent. Parce que rappelez-vous, là, ici, quand ça a commencé, c'était quasiment 6 mois là, entre la première et la deuxième dose. La réalité, c'est qu'ils ont fait ça parce qu'il manquait de doses. C'est ça le problème, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas vraiment des décisions qui sont prises d'un point de vue médical, mais d'un point de vue pratico-pratique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Moi, dis-moi la vérité. Dis-moi pourquoi tu fais telle affaire. Je suis correct, là, je vais m'accommoder de ça. Mais essaye pas de me faire croire que, comme du jour au lendemain, là, il y a une étude là, qu'on a faite. Là. Je le sais qu'il n'y a pas d'étude, mais vous êtes juste fait dire que les caisses arrivaient et qu'on pouvait maintenant raccourcir les délais. Je le sais qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite. Là. Une étude, ça ne se fait pas dans une fin de semaine. Malheureusement, le premier réflexe d'un politicien quand il n'y a pas de réponse, c'est de commencer à mentir et de botter de la merde. C'est pas nouveau. Non, attends une minute. Quoi? Pour vrai? Tu veux dire que ces gens-là ne sont pas des vaisseaux de la science infuse, des gens qui comprennent toutes les dimensions d'un problème? Tu es en train de me dire qu'ils ne sont vraiment pas aussi omnipotents que ce qu'ils prétendent? Quoi? Je comprends pas. Je suis pas mal en train de dire ça, ouais. Je suis pas mal en train de dire ça. OK, d'accord. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Oh là là. Est-ce qu'on parle de l'enquête qui a été faite par l'Institut économique de Montréal? On était censé en parler au dernier podcast, mais un peu comme aujourd'hui, finalement, on s'est épivardé sur 50 000 affaires. J'ai rien à voir là-dedans. Oui, c'est ça. C'est pas de la faute à Yann. Non, ce qu'il veut dire, c'est sa faute. Là, c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est ça. Je laisse les gens apprécier son ironie. Non, mais je le trouvais intéressant. Puis je sais que Vincent, tu le consultes. Ben, as-tu participé à ça d'une manière ou d'une autre? Parce que je sais que des fois, Zéro. J'étais juste vraiment surpris que ça sorte
aussi fort que ça. Fait que, tu sais, résume un peu les résultats pour commencer, puis je vais te donner mon commentaire après. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est une étude sur un peu la perception que les gens ont du 1%, là, si on peut dire, là, des gens les plus fortunés dans la société. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas en dire parce que moi, j'ai trouvé que les résultats étaient un peu. Ben, je les trouvais un peu contradictoires. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que quand tu vas, par exemple, je vais l'agrandir parce que là, j'ai de la misère à voir en même temps que je vous parle. Quand tu vas, là, on l'a par groupe d'âge. Et puis là, par exemple, on a la question qui a été posée. Ça a été fait par Ipsos, là, le sondage. Donc, on sonde les gens, on leur demande est-ce que le 1% des gens plus riches payent leur juste part? Et là, les gens plus jeunes, de 18 à 34 ans, 28% ont répondu ils payent en général beaucoup de taxes et d'impôts. Si on va dans le groupe des 35 à 54, 23% ont répondu qu'ils en payent déjà beaucoup. Et les 55 ans et plus ont répondu à 13% qui en payent beaucoup. Donc, vous comprenez que les pourcentages inverses sont ceux qui ont répondu non. Donc, plus tu on trouves est. ça contradictoire? Non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Plus les gens sont jeunes, plus ils disent que les gens, dans le fond, ils payent leur juste part d'impôt. Le 1%, c'est quand même pas des pourcentages très élevés, mais c'est ce qu'ils disent. Par contre, quand tu vas à l'autre question, attitude envers le 1% les plus riches au Québec. Ben, attends un peu juste pour être sûr, parce que je t'ai mal suivi. Les plus jeunes, c'est 28%. Donc, ils disent qu'ils paient beaucoup d'impôts, les riches. Oui, exact. 28%. Puis 13%, c'est les plus vieux. Ouais. Donc, c'est ça. C'est juste 13% qui trouvent qu'ils en paient beaucoup. Fait que chez les plus vieux. OK. Fait que écoute. Mais moi, je trouve que ça fait parfaitement du sens. Non, mais moi, j'aurais pensé le contraire, mais ça. Non, mais attends, ce qui ne fait pas de sens, c'est par rapport à la prochaine question. Parce que dans la deuxième question, on leur demande l'attitude que ces gens-là ont envers le pourcentage des gens les plus riches au Québec. Et là, on leur demande. C'est vrai, ça, je n'avais pas spoté. On leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ces gens-là. Et les gens plus jeunes répondent à 38% que les gens les plus riches sont généralement des profiteurs et des gens qui exploitent les travailleurs. 31% des 35 à 54 répondent la même chose et 21% des gens de 55 ans et plus. Donc, les gens plus vieux pensent que les gens du 1% sont moins des profiteurs, exploitent moins les travailleurs. Par contre, ils pensent aussi que c'est les gens qui payent pas assez leur juste part et inversement. Vous comprenez, c'est où la contradiction? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais écoute, il y a une chose qui est cohérente. Les plus jeunes ne sont pas millionnaires et donc ont une vision généralement très négative des gens qui sont millionnaires et aussi donc que c'est eux qui ne payent pas leur juste part. Pour les plus vieux, pourquoi tu as la dichotomie entre le fait qu'ils disent à 21% que ce sont des gens qui exploitent, mais que c'est la proportion la plus élevée qui dit qu'ils payent leur juste part d'impôt? C'est probablement parce que non, moi, je la comprends très bien. C'est la phrase de Milton Friedman. Il a fait une entrevue à un moment donné, puis il dit well, you know, you can blame greed, but you know, it's only the other guy who's greedy, not you. Avec tout un sarcasme. Mais moi, c'est ça moi, ce que je vois ici, c'est exact. Je ne l'avais pas spoté avant que tu me dises. Puis ça fait toi un fait d'observateur, mais je pense que l'explication est super simple. Moi, si je suis vieux et que j'ai une certaine richesse, j'ai des très bonnes chances. Vraiment, juste en étant 55 ans et plus, tu as des chances plus élevées d'être dans le 1%. Parce que la plupart des gens dans le top 1% ne sont pas des gens en bas de 50. C'est la variable démographique la plus corrélée avec la richesse, c'est l'âge. No shit. Mais ça, on ne va pas dire ça aux gens de l'IRS. C'est beaucoup trop complexe pour eux. Ben voyons. Je peux lui montrer mon book de business s'ils veulent. Là, je veux dire, j'adore mes clients de 25 ans, mais... Non, mais eux, quand tu leur dis qu'une grosse partie des inégalités augmentent parce que la population vieillit, leur cerveau, il éclate. Ouais. C'est comme les memes, là, les gifs avec les gens qui ont le cerveau. Hey, mais t'en veux-tu du data? Parce que je vais te donner un bon data. Non, mais attends, laisse-moi finir parce que c'est bon. le point de Frank. Sur le point de Frank, moi, ce que je vois, c'est que tu as des gens qui sont très, très aisés financièrement, qui disent qu'ils payent leur juste part, mais que tous les autres qui sont dans le 1%, eux, ils payent.
eux autres, ils ont exploité. Là. Moi, je n'ai pas exploité, mais les autres, ils ont exploité. Ouais, c'est ça un peu. Puis l'autre affaire que je trouve drôle, c'est on retient ce que j'ai raconté par rapport aux résultats. Mais quand tu arrives et tu leur demandes la confiance qu'ont les gens envers certains secteurs, bon, ben, les gens, je vais y aller du bas vers le haut. 41% des gens seulement ont confiance aux groupes syndicaux comme étant des acteurs qui favorisent le développement économique. C'est quand même déjà beaucoup, selon moi. Il y a combien? 50... Attends une minute, je veux juste voir de quoi. Pourcentage des travailleurs syndiqués. 42 Je suis sûr que c'est exactement le même chiffre. Ça Selon serait Statistique Canada, 43,1% des hommes au Québec sont Colin! syndiqués, comparé à 39,1% pour les femmes. Donc, Fait qu'il y a quand même 2% des gens syndiqués qui ne font pas confiance aux syndicats. Tu pourras notons, peut-être soit dit chercher en pour le... passant, que probablement la moitié de ceux-là sont dans le secteur public. Tu sais, quand je vous dis que la variable démographique la plus prédictrice de richesse, c'est l'âge. Dans ma clientèle, les 25 ans et moins ont un actif sous gestion de 15 000 $. Les 26 à 35 ans, un actif sous gestion de 42 000 $. 36 à 50, on est à 114 000 $. 51 à 65, 217 000 $. 66 ans et plus, on commence à décaisser 105 000 $. Fait que ça, c'est quand même assez spectaculaire comme chiffre. Puis, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est le nombre. Savez-vous combien de clients en bas de 25 ans que j'ai? J'en ai 6. J'en ai 6 que je m'occupe vraiment personnellement sur quasiment 400. Ouais, c'est pas juste qu'ils ont moins d'argent, c'est qu'à la base, ils ne placent pas d'argent à la base. Je veux dire, Ben, écoute, t'es en bas de 35 ans, probablement que ta valeur nette en bas de 35 ans, elle peut être négative. Là. Elle va être négative. Là. Je ne veux pas être plate pour tout le monde qui est étudiant présentement. Je vous dis ça de même, mais vous avez probablement une dette au net. Mais ton explication était vraiment bonne parce que on parle quand même du 1 %. On ne parle pas du 10 %, on parle du 1 %. Est-ce qu'un fonctionnaire croit sérieusement qu'il se retrouve dans le 1 %? Écoute, seuil du 1 % au Québec. Je veux juste 220 000 à peu près. Ah, je suis sûr que c'est moins que ça. Je suis sûr que c'est un peu moins que ça. Gabin, on va aller sur le site de nos amis de l'IRIS parce que clairement, c'est des gens qui sont des experts. Puis qui vont donner un chiffre probablement qui est super élevé, beaucoup plus élevé que la réalité. Ils vont trouver une manière de diviser ça par une classe de ménage qui n'a aucun rapport parce que naturellement, ce sont généralement des illettrés économiques. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens comment ces gens-là font des erreurs des fois. Je pense que 220, c'est l'Alberta puis 180 le Québec. Quelque chose comme ça. Écoute, je cherche le seuil. OK, eux, ils n'ont pas l'air de sur cette étude-là de l'avoir, mais regarde, j'en ai une de l'Observatoire des inégalités. Je veux juste voir c'est où le seuil, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas en haut de 200 000, mais que c'est quelque part. Dans ma tête, là, je veux dire, je cherche cette information-là. Hey, sérieux, là, je suis une machine pareil pour les chiffres. Compte tenu de la croissance de la population. 190 000. Le 1 % regroupe aujourd'hui 65 500 personnes et le seuil pour en faire partie au Québec est de 220 100 $. La presse. OK. Moi, ceux que j'ai, c'est sur le recensement. Hey, j'ai dit 220 000 puis c'est 220 000. J'ai de la mémoire. T'es vraiment bon. Parce que ça doit être. C'est quelle année, juste pour voir? C'est Francis Veil qui a fait ça. Puis évidemment, la presse, j'ai lu mes 3 articles gratuits du mois, puis je ne paierai jamais pour ce torchon-là. Mais tu ne vois pas la date au top. Juste voir la différence, parce que le chiffre que j'ai en tête, je pense que moi, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas mis mon chiffre à jour dans ma tête depuis 2015. Ah, ben c'est drôle parce que je suis sur les trucs du recensement. Là. Les données du recensement par personne, pas par ménage, right? Fais attention. C'est 190 000 pour faire partie du 1 % le plus riche au Québec des individus. Pas des ménages, des individus. Non, c'est 2020, excuse. C'est 2020. OK, là, ça fait du sens parce que je suis prêt à croire quoi? Entre 2016 et 2020,
Puis non, sur ça, la question du recensement de 2016, je pense que ça s'applique pour l'année précédente, donc 2015. En 5 ans, tu es en train de me dire que tu as à peu près, quoi, 15% de croissance à peu près? En Ça fait du nominal, sens. ça fait du sens. Là, je pense que c'est le seuil n'a pas l'air d'avoir changé énormément. Donc, je pense que les deux chiffres sont bons. Juste que le tien, il est plus récent que le mien. Mais mettons le 220 000. À 220 000, les gens pensent que l'image qu'ils ont du 1%, c'est des Mitch Garber, Il y a des beaucoup de Alexandre décédés là-dedans. Taillefer. Il y a beaucoup de gens décédés. Ça, Savais-tu je ça? sais. Ben, sais-tu pourquoi? Non, non, je ne savais pas ça, pas en tout. Si tu as un REER, Vincent, là, au Québec, tu es au Québec, tu as Ouais. 500 000 dans ton REER, c'est un petit fonds correct pour prendre ta retraite à 65 ans. Si tu décèdes, un testament bien fait, on switch ça dans le REER de ta conjointe. Si elle aussi décède, on veut l'envoyer aux enfants. Qu'est-ce qui est fait? On dit que les héritages ne sont pas taxables au Québec, c'est vrai. Par contre, si tu décèdes et que le REER ne roule pas dans le conjoint, le REER du conjoint, ce qu'on fait, c'est que tu es réputé décaisser ton REER. D'un seul coup. Attends, fais attention, attention. Si tu disais les bases de données fiscales, tu aurais ce que tu décris. Mais quand tu utilises les données du recensement, OK. tu vas avoir ça. Fait qu'il faut faire attention à quelle source tu utilises. Je ne pense pas ce que tu décris, ça n'affecterait pas les données du recensement. Mais ça affecte les données fiscales, ça, c'est sûr. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent des revenus en haut de 200 000 dans une année, que leur problème dans la vie, ce n'est pas qu'ils gagnaient trop cher, c'est qu'ils sont morts. Ben, c'est drôle que tu dis ça. Ce que tu as fait, là, tu m'as rappelé quelque chose. Fait que j'ai été dans un article qui a été publié en 2000 dans le Journal of Economic History. Puis le gars, ce qu'il faisait dans cet article-là, il s'appelle Gene Smiley. C'est A Note on New Estimates of Distribution of Income, mais c'est pour les années 20. Puis il y avait un État aux États-Unis, le Wisconsin, qui avait un drôle de système fiscal où tu faisais la déclaration d'impôt sur la base de 3 années fiscales. Okay. Pas sur l'année précédente, 3 années ensemble. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé qu'est-ce qui arrive au part des top revenus si tu utilises une seule année ou si tu utilises plusieurs années simultanément. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Puis j'avais toujours oublié, j'oublie tout le temps ce point-là, mais c'est super important. Effectivement, si je vends ma maison cette année, disons que je ne suis pas dans le 1%, mais que je vends ma maison et qu'il y a eu un gain de capital de, disons, 100 000 Maison secondaire. Maison secondaire. Non, mais même dans les données fiscales. Ah, OK, parce qu'au Wisconsin, eux autres, c'est imposable. Non, même là, il faut que tu le déclares comme ton revenu brut. Après, tu as une déduction. Right? Fait que ton Adjusted Gross Income, ton AGI, va inclure ça. Ah, OK, right? C'est de même, ça se passe aux États-Unis? Parce qu'au Canada, on ne déclare pas ça. Ben, tu dois déclarer ton gain de capital. Pas pour la maison principale. T'es sûr de ça? Bon, aucun document à fournir whatsoever. Ben, depuis quelques temps, le gouvernement fédéral demande l'information, mais c'est vraiment à titre d'information seulement. OK. Mais okay, c'est bon. Dans ce cas-là, je ne savais pas récent. ça, mais non, le gain de capital pour la maison principale au Canada, tu n'en parles même pas dans ta déclaration fiscale. On en parle depuis un certain temps, puis on sait pourquoi on en parle. Là. Le gouvernement commence à jongler avec l'idée d'aller taponner là-dedans. Là. Okay. Mais non, d'une manière classique, là, tu vendais ta maison, tu mettais l'argent dans tes poches, tu passais à autre chose, tu n'avais pas de relevé à faire, rien. OK. Ça me surprend un peu, franchement, parce que ça veut dire que le gouvernement ne demande pas des preuves de ça. Mais je sais qu'aux États-Unis, tu fournis de la documentation parce que tu as les déductions pour les taux d'intérêt que tu as là-bas. Puis ça, j'ai un de mes collègues qui m'a... En fait, j'en ai parlé avec lui avant hier, puis j'étais vraiment... Il me disait ça comme ça. Ah, puis pour vous autres, c'est de l'information incroyable. Je veux dire, ben, c'est ça. Mais même là, mettons que ce n'est pas dans les données fiscales, que tu veux vraiment juste le revenu tel quel. Oublie les définitions de comptable et fiscaliste. Là. Donc, Marois Risky n'est pas utile ici comme généralement. Comme ça compte pour les autres épisodes d'avant aussi. Ça compte pour les autres épisodes d'avant. Mais dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui liquide un actif une année. Techniquement, cet actif-là, il avait juste accumulé de l'équité, donc des fonds, devenu un fonds propre. Mais tant que tu ne l'as pas liquidé, il ne vaut rien. Right? Ce n'est pas ton revenu. Mais d'une shot, tu encaisses ton revenu. Ben, si tu étais en moyenne, disons, au 50e centile, la valeur nette des ménages, lorsqu'ils liquident leurs actifs, fait en sorte que tu serais capable de sauter en une année à un revenu qui t'amène dans le top 1%, mais l'année d'après, tu redescends plus bas.
parce que tu as liquidé un Ah oui. actif. Ben, tu sais, ça, là, ça a l'air con, mais le gars que je te mentionne pour le faire du Wisconsin, il montrait que si tu prends pour le top 5 puis tu prends juste 3 années au lieu de Une. une, tu réduisais Ben oui, c'est sûr. la part des revenus qui allait au top 5 C'est clair. d'à peu près 3 points de pourcentage. Puis à l'époque, c'était environ, c'est quoi le chiffre? C'était comme 25 Fait que tu passes de 25 à genre 22, 21,7. C'est gros Ouais. le comeback, juste pour tenir compte du fait que chaque année, tu as un certain pourcentage de gens qui liquident des actifs et qu'une richesse devient un revenu, un stock devient un flot. Juste ça, ça devrait affecter tes conclusions. Fait que, quand tu me dis qu'il y a des gens qui meurent, puis qu'à cause qu'ils meurent, ils lèguent des actifs à une personne, puis si ça roule dans voyons. C'est que ça ne roule pas dans le REER éventuellement. C'est qu'à un moment donné, ça sort tout du REER, ça sort tout d'une shot. Fait que là, tu t'en vas défoncer chacun des paliers fiscaux. Fait que tu as gagné 80 000 toute ta vie. La dernière année de ta vie, tu es mort. Tu fais ton dernier rapport d'impôt pareil, parce que même quand tu es mort, ça ne t'évite pas un rapport d'impôt. Tu es réputé liquider ton REER au complet. Il y avait 500 000 dedans, ce qui est raisonnable pour quelqu'un qui a gagné 80 000 toute sa vie. Là. Ben, tu es considéré comme quelqu'un qui a gagné 500 000 cette année-là. Mais tu t'en vas défoncer les paliers d'impôt supérieurs. C'est une des raisons pourquoi les paliers d'impôt qu'on rajoute, là, on va rajouter ça au 1 là, c'est à partir de 200 000 au Canada, 53 d'impôt. Où est-ce que c'est extrêmement vicieux? C'est que quand tu vends ça politiquement, ben, les gens sont là, ils s'imaginent le plein de cash avec son chapeau melon qui gagne 250 000 par année tous les ans, puis que c'est lui qui va être imposé plus fortement, alors qu'il y a une forte proportion de ces gens-là. C'est des gens tout à fait normaux qui gagnent 80 000 par année, puis qui ont liquidé un actif, qui ont vendu une entreprise ou qui ont liquidé un REER parce qu'ils sont morts. Puis c'est eux autres qui se ramassent avec ces impôts-là supplémentaires. C'est extrêmement populiste comme type de mesure. Écoute, exact. C'est drôle que tu dis ça. J'ai décidé de checker. Il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Mark Perry, qui est un économiste à l'American Enterprise Institute. Puis ce que tu m'as dit, ça m'a tenté de checker. Il doit y avoir quelqu'un qui a des données qui check le pourcentage de gens qui restent dans le top 1 et combien d'années ils restent dans le top 1 Là, je n'ai pas trouvé le top 1 puis la durée du séjour au top 1 mais j'en ai un qui me dit... Des fly-by-night, il doit en avoir 15-20 je te dirais. Ben, écoute, quand je dis fly-by-night, c'est quelqu'un qui est dans le 1 juste un an. OK, on va prendre les super riches. Donc, les 400 plus hauts tax returns aux États-Unis entre 1992 et 2014. Fait que là, j'ai ça ici de Mark Perry. Je vais envoyer le lien à Frank pour qu'il puisse le mettre dans les affaires, puis il pourrait même mettre le tableau. Voici la fréquence qu'une personne apparaît dans toutes les années dans le top 400 plus riches américains. Le 71 % des gens qui sont dans ce top 400, top 400-là, entre 92 et 2014, 70 % ont été là juste une année. Logique. OK? L'année de la vente de l'entreprise. L'année de la vente de l'entreprise. De ceux qui ont passé plus de 10 ans dans le top 400. Puis là, on parle de Bill Gates, de Steve Jobs et de je ne sais pas trop. Steve Jobs, des gens vraiment au top. Elon Musk, 3 % de ce groupe-là, 138 personnes sur la période entière, parce que tu arrives que le chiffre qu'ils ont, 138 personnes ont passé 10 ans et plus dans le top 400. Mm-hmm. That's it. That's it. Très logique. C'est pas... les gens qui pensent que ceux qui sont au top, c'est au top pour toujours, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Premièrement, parce que juste par vertu du fait, puis toi, Yann, tu peux l'apprécier, mais quelqu'un qui est plus vieux, là, tu prends ta retraite, tu as un paquet de richesses accumulées, mais tu vas commencer à la consommer, ta richesse, à ta retraite, puis ton stock morceau par morceau. Morceau par morceau. Tu vas acheter un bateau, tu vas acheter dans les Caraïbes. C'était moi, là. Il fallait que je le dise, là, parce qu'on n'a pas encore fait de mention au fait que je suis un élitiste. On n'a pas nos tasses aujourd'hui. Non, je vois ça. Mais tu achètes ton île dans les Caraïbes, tu achètes un voyage que tu voulais faire depuis toujours,
tu vends ta maison, mais tu achètes, disons, un condo dans un endroit super fancy, tu sors dans les grands restaurants, tu te gâtes. Tu te gâtes, mais tu sais que... Un petit penthouse à 3,2 millions à Montréal, c'est ce genre de truc-là. Je n'exagère pas avec ça. Oh, Mais tu sais, c'est pas gentil, l'idée, ça. c'est que tu liquides des actifs. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, la personne qui était au sommet de sa carrière, probablement dans le top 1%, dans ses revenus, elle va être dans le bas, elle va commencer à baisser, elle va descendre graduellement. Mais quand tu regardes parce que là, il faut que tu tiennes compte de l'âge de la population puis tout ça. Puis il y a des articles, puis ça, j'arrête pas de le dire aux gens, il faut que tu fasses la différence entre ce qu'on appelle lifetime inequality. Okay? Donc, sur l'entièreté de ta vie, donc ton lifetime income, c'est quoi ton lifetime income puis ton revenu à n'importe quel moment. Si tu as plus de gens vieux qui sont à la veille de prendre leur retraite puis qui font des revenus plus élevés, puis que tu as plus de gens jeunes qui ne rentrent pas dans la main-d'œuvre aussitôt, qui rentrent plus tard, puis qui rentrent après un certain nombre d'années, mais tu vas avoir des choses qui sont complètement ridicules. Bien, quand tu regardes... J'ai vu un rapport d'impôt une fois dans ma vie d'une personne qui a déclaré 1 million de dollars en revenu imposable. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu vois le montant qui partit, puis est-ce que à ton avis, est-ce que c'est une personne qui gagne 1 million de dollars à chaque année? Non. Ben non. Ben non. C'est juste quelqu'un qui a vendu son entreprise. Si tu fais 1 million de dollars par année, là, je dis ça de même, mais... T'es pas assez cave pour te sortir sans salaire, tu le laisses dans ta business. Ben oui, puis tu le mets de côté parce qu'à 1 million, tu n'as plus besoin de faire grand-chose. Mais écoute, je suis sur les données de Institute for Fiscal Studies en Grande-Bretagne. Les gens là, qui gagnent plus de 300 000, là, vraiment, tu gagnes 300 000. Pensez-vous que c'est des entrepreneurs? Non. Je veux dire, ça ne peut pas vraiment être un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il n'aime pas ça, payer de l'impôt. Alors, c'est un haut salarié à Hydro-Québec ou ce genre de truc-là. Exactement, parce que l'entrepreneur contrôle exactement la quantité d'argent qui va se déclarer par son dividende, par son salaire qui va se verser. Il y a le plein contrôle du salaire. Il est assez imbécile pour sortir plus que 300 000, vous pensez? En fait, c'est là que je me demande si on regardait ton lifetime tax liability. C'est-à-dire que tu compares, disons, quelqu'un dans le top 1%, mais disons un juge, par exemple. Un juge va gagner... Québec, 350. Je ne sais pas le chiffre, mais je sais que pour le Canada au complet, le juge moyen est entre 350 et 400. Exact. Okay? Tu es direct dessus. Donc, tu sais, pas un montant, là, je ne sais pas, parce que c'est tous les juges, je ne sais pas c'est quoi, quel âge du juge, si c'est un juge qui est la première année. Mettons, le juge moyen. Okay? Tu prends le juge moyen canadien au Canada, 350 à 400. C'est probablement la personne qui déclare en pourcentage de son revenu les salaires comme la plus grande proportion à ce seuil-là. Après ce seuil-là, tu as probablement des entrepreneurs qui, si tu prenais leur stock de richesse, ils valent 20 millions et plus. Non, mais tu disais, mettons que tu as un revenu imputé, que tu avais 7 de ça, que ça serait ton revenu, qui est l'intérêt sur ton placement, right? Bien, ça serait probablement équivalent aux juges, mettons, qu'ils sont des entrepreneurs à succès, mais que le revenu qu'ils déclarent est nettement en bas de celui du juge. Le revenu, par contre, qu'ils vont déclarer, c'est quand ils vont liquider l'actif, quand ils vont vendre l'entreprise ou parfois juste la céder aux enfants, quitte à rester sur le payroll pendant tout le reste de ta vie, même si tu ne travailles pas, ce qui se passe souvent dans les transferts d'entreprises familiales. C'est de plus en plus dur à faire. Non, je sais, mais mettons que dans le passé, c'est ça qui se faisait. Mais si tu prends le lifetime tax liability, le gars, quand il va liquider son entreprise, là, il va être taxé massivement. Sur la liquidation des actifs. Puis l'entreprise, même si tu as l'exemption en gain de capital, j'aimerais ça voir... La seule exception, c'est ça. Exactement. J'aimerais ça voir sur l'entièreté d'une vie, ton tax liability que tu as payé. Donc, je suis sûr qu'en année, en moyenne, relativement à leur richesse, l'année, tu prends une année au hasard, ils vont payer des impôts relativement à leurs revenus et le revenu qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient liquidé beaucoup plus bas que s'ils avaient liquidé l'entreprise. Par contre, si tu les prends, tu fais la moyenne de toutes les années, donc l'année exceptionnelle où ils vont payer un montant faramineux, en pourcentage de leur lifetime earnings, je suis sûr qu'ils payent la même chose en termes de taux marginal sur le dernier dollar payé que le juge dont on parlait au début. Je
Je suis 100% sûr, parce que quand tu regardes les statistiques sur les cross-sections, c'est-à-dire que tu prends des coupes transversales de tout le monde, tu vois que les inégalités augmentent, genre en Grande-Bretagne. Mais quand tu prends le même groupe de personnes, puis que tu les traques à travers le temps, c'est-à-dire que tu prends ce groupe-là, puis tu ne les lâches pas, right? Il y a zéro tendance, presque zéro tendance dans les inégalités, dans le lifetime income, dans l'entièreté de ta vie. Tout simplement, ce qu'on voit en grand. Il y a une petite augmentation dans les années 80, OK? Il ne faut pas le mentir. Il y a une petite augmentation, mais depuis les années 90, grosse ligne flat. Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon/iSénéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à Ciel FM, à CFX, que ce soit la pilule rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur patreon.com, ça nous aide énormément à être stimulés à vous produire plus de contenu.